en août 1991, chez Albin Michel. Monsieur Jean-Pierre Petit, directeur de recherche au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique en France, affirme que les trous noirs n'existent pas. Qu'il y a la présence d'un univers jumeau ou nôtre, ce qui permet aux civilisations avancées de rejoindre la Terre, et de plus, il affirme que la vitesse de la lumière n'est pas constante, ce qui est tout à fait contraire au dogme de la science conventionnelle. Et toutes ces informations, il les a vérifiées par des calculs savants dont il est capable, puisque sa compétence en cette matière est reconnue mondialement. Ils ont été fournis par des extraterrestres qui sont parmi nous. Il déclare que 95% de ses travaux sont inspirés par les humites, des êtres qui viennent de la planète Humo, située à 15 années-lumière de la planète Terre. Il risque de créer un véritable schisme au sein de la sacro-sainte science. Si c'était un schisme, la science serait une religion. Enfin, là justement, on va essayer de faire une expérience avec le public québécois, c'est d'essayer d'expliquer des concepts scientifiques qui sont d'habitude assez difficiles. Alors ici, est-ce qu'on peut faire un plan sur cette petite image comme ça? Bon, ben, ça représente ce qu'on appelle en physique l'espace-temps. Hein. C'est-à-dire qu'ici, en bleu, on a la flèche du temps, puis ici, on a la direction de l'espace, comme ça. Bon, le temps s'écoule dans ce sens-là. Alors, une idée qui se trouvait dans ces documents et qui a été également développée par le physicien Andrei Sakharov, consiste à imaginer deux espaces-temps, comme ceci, et comme vous pouvez voir, dans le deuxième espace-temps, la flèche du temps, elle est dirigée dans l'autre sens. Et à ce moment, on se dit, bon, ben, est-ce qu'on peut associer ces deux espaces-temps, les superposer comme ça, de façon à ce qu'on ait deux espaces avec les flèches du temps en opposition. Comment c'est possible une chose pareille? Parce que ça, c'est un travail qui a été développé par Andrei Sakharov à partir de 1967, et moi j'ai fait des travaux en 1977 là-dessus, et on va montrer aux téléspectateurs comment on peut avoir deux flèches du temps et une seule. C'est-à-dire que la réponse à ces problèmes de physique, c'est toujours curieux, c'est à la fois vrai et faux, c'est à la fois 1 et 2, et là il y a deux flèches du temps et une seule seulement. Alors pour ça, ça va nous amener à regarder ces petits dessins là, et on va encore faire un petit plan sur cette chose-là. Ça c'est un peu une image de ce qu'on pourrait appeler la cosmologie classique. Là, en haut vous avez l'origine du temps, le Big Bang. Ici sur cette ligne j'ai représenté une trajectoire de temps, hein. Et puis ici vous avez une bande comme ceci. Finalement l'espace, c'est la coordonnée azimutale qui permet de faire le tour de cet objet. Et puis vous voyez donc sur ce dessin, en bleu, la flèche du temps. Et ici, elle est sur l'envers de la bande de papier, et je l'ai représentée en rouge. Mais on voit bien que quand on fait le tour de cet espace, le temps s'écoule toujours dans le même sens. Eh bien, on va faire une petite opération géométrique. Je ne sais pas si les téléspectateurs pourront bien s'en souvenir. Pour ça, il faudrait mieux qu'ils enregistrent sur magnétoscope ce genre d'opération, de façon à pouvoir le refaire eux-mêmes. C'est vraiment assez amusant. Alors, vous voyez cette espèce de bande d'espace-temps. Eh bien, ici, on l'a représentée comme ceci. Hein, est-ce qu'on la voit bien, donc, sur l'image? Bon, on voit ici la flèche du temps en bleu, comme ça, et de l'autre côté, c'est aussi la flèche en rouge, mais c'est clair que le temps, il s'écoule toujours dans le même sens, quoi, hein. Alors, ça, ici, on a donné une certaine géométrie à cet espace-temps qui ressemble un peu, on pourrait dire, à une motte de beurre, comme si on reprend un petit plan comme ça, hein. Ça, c'est la conception conventionnelle scientifique. Voilà, la conception conventionnelle scientifique. Bon, alors on prend un petit morceau de cette convention conventionnelle scientifique qui est cette espèce de petit bout d'espace-temps. Maintenant, on va faire une opération, c'est pour ça que j'ai besoin d'un bout de scotch comme ça et que je ne l'ai pas complètement fermé. Vous voyez comment se trouve la bande comme ceci, hein. Alors là, il va falloir bien regarder, hein, parce que je prends ici cette bande de papier et je la fais passer au travers comme ceci. Avant de la lier. Avant de la lier, je la fais traverser comme ça. Tac. Et une fois que je traverse, à ce moment-là, je fais le lien entre les deux, comme ceci. Bon, alors j'obtiens une bande de papier comme ça, qui est un peu une forme de 8. Mais il y a une chose qui est claire, c'est toujours la même bande de papier. Quand je prends que je la parcours, j'ai pas de problème avec le temps. Et on se souviendra que les flèches du temps vont dans la même direction, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors maintenant, on fait une chose. Là, il faut un peu serrer sur l'image pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe, parce que c'est pas ma figure qui est importante, c'est ce que je tiens. Vous voyez, je fais une opération et
les téléspectateurs qui voudront essayer de refaire ça chez eux, mais il faudra qu'ils s'entraînent un petit peu et qu'ils fassent des essais. Regardez ce qui s'est passé, hop, en faisant ça, eh bien, d'abord, on constate une chose sur une chose, c'est que la flèche bleue a disparu. Hein, c'est assez étonnant. La flèche bleue a disparu et on obtient quelque chose qu'on appelle un ruban de Mébius. Donc, autrement dit, mon espace-temps, que j'avais représenté tout à l'heure sous forme d'une bande, eh bien, il peut se replier sur lui-même sur un espace-temps en forme de ruban de Mébius. Et quand je prends ce ruban de Mébius ici et que je regarde localement ce qui se passe, eh bien, si je regarde ce qu'il y a derrière, regardez, la flèche du temps est en opposition. Je crois que là, on voit bien ces choses-là. C'est-à-dire que ces deux morceaux d'espace-temps, qui sont pourtant le même, eh bien, on les a mis de façon à ce que les flèches du temps soient en opposition. Et là, vous retrouvez ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce morceau d'espace-temps comme ceci, et ici, la flèche du temps qui était en opposition. J'avais ici fabriqué un peu artificiellement deux espace-temps avec du flèche du temps opposé. Et là, une opération géométrique qui fait que l'espace-temps, il est replié de façon à ce que les flèches du temps soient en opposition. Et c'est ça, si vous voulez, le sens géométrique de la conception gémellaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux univers, il y en a un seul, mais il est bizarrement fait. La topologie, la géométrie de l'espace-temps est faite de telle façon que localement, eh bien, on a une sorte de conjugaison entre deux feuillets spatio-temporels qui ont des flèches du temps en opposition. Et pour retrouver, si on veut, la géométrie de cet espace-temps, on prend un ruban de Mébius. Et vous savez qu'un ruban de Mébius, c'est simple. Vous prenez une bande de papier, vous la refermez sur elle-même, puis vous faites un demi-tour. Et une fois que vous avez fait ce demi-tour, vous mettez de la peinture sur ce ruban de Mébius. Et ça, c'est la peinture sur le ruban de Mébius. Et quand on peint un ruban de Mébius, comme il n'a qu'un seul côté, eh bien, on fait deux fois le tour et on obtient cette structure-là. Donc, autrement dit, ça veut dire que l'espace-temps, tel qu'on l'imagine, ce serait une sorte de peinture d'un espace-temps, lui, qui serait inorientable dans le temps. C'est pour ça qu'il y a des idées comme ça qui sont un petit peu passionnantes et bouleversantes. Donc ça, c'est des concepts qui sont développés d'abord par Andrei Sakharov, puis après j'ai fait une chose en 77. Et il y a aussi des physiciens, des mathématiciens comme le Medaifield Alain Cohen qui commencent à examiner un petit peu cette structure d'univers en deux feuillets. Et ça, c'est une idée vraiment à mon avis, très révolutionnaire et très féconde dans le domaine de la science, et je dois dire pour ma part que c'était pas la mienne et que je l'avais trouvée dans ces textes que j'avais eus à partir de 1975. Donc j'y vois un petit brin de malice. Finalement, c'est assez amusant pour un scientifique de sortir un travail qui est peut-être une grande valeur et de se dire que l'idée initiale, c'est pas lui qui l'a eue, et je serais incapable de cacher une chose pareille, quoi. Je veux dire que la règle du jeu de la science fait que on peut pas emporter la prime de son succès scientifique sans révéler ses sources, et je trouve que c'est beaucoup plus passionnant d'imaginer que des gens dont on n'a pas identifié l'existence, mais qui prétendent venir d'une autre planète, et puis fournir des idées aussi extraordinaires. Sur le plan pratique, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une possibilité de réversibilité du temps, c'est-à-dire qu'on passe d'un plan à l'autre et on recule dans le temps? Non. Ça, c'est sûr que la question qui se pose lorsqu'on a des modèles comme ça, avec une flèche du temps qui s'inverse, on se demande, mais alors est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Est-ce qu'on peut connaître l'avenir, se promener dans le passé, etc. Et paradoxalement, et ça apparaît dans les travaux scientifiques que j'ai mis dans mon livre, non, il y a une sorte d'assurance anti-paradoxe, c'est-à-dire que lorsqu'on va se promener dans l'univers gémellaire, eh bien, si on revient, il y a des contraintes mathématiques qui fait que, fort heureusement, on peut pas aller mettre de désordre dans son propre passé. Par exemple, revenir avant son propre départ et s'empêcher de partir. Maintenant, si on veut s'amuser un petit peu, le fait d'inverser le temps, c'est quelque chose qui, intellectuellement, pour nous, est quelque chose d'assez difficile à imaginer. Par exemple, imaginez que vous discutiez avec une personne qui vit le temps, qui va à l'envers, simplement pour faire une sorte d'exercice philosophique. Alors d'abord, quand vous la rencontrez, il faut lui dire au revoir, parce que dans son temps propre, c'est elle qui s'en va. Hein. Ensuite, au point de vue de son discours logique, vous devez vous dire qu'il sait tout ce que vous allez dire, alors qu'il ignore toutes vos phrases précédentes. Et ensuite, on voit même un problème conceptuel qui est encore plus curieux. Comment discuter avec quelqu'un qui vit un temps rétrochrone? Imaginez, par exemple, nous sommes sur la planète Terre, et puis tout d'un coup, il y a une planète qui va passer comme ça au voisinage de la Terre, et on imagine que les gens, c'est une nouvelle de science-fiction, quoi, vivent un temps à l'envers. Et on sait qu'ils vivent un temps à l'envers, alors c'est la première, peut-être la dernière fois qu'on aura cette occasion. Il va falloir qu'on discute avec ces gens-là, et comment est-ce qu'on va faire pour leur envoyer un message? Eh bien, par exemple, on décide de mettre des lasers dans un désert et d'envoyer un message avec Hello pour qu'ils puissent au moins recevoir quelque chose. Mais
quand on y réfléchit, quand ils reçoivent le message, dans leur temps à eux, c'est eux qui l'émettent. Alors à ce moment-là, on s'aperçoit d'une chose philosophiquement curieuse, c'est qu'on peut échanger aucune information avec... C'est ça, donc on ne peut pas avoir de lien entre ces deux univers. Mais on ne peut pas avoir de lien avec ces deux univers. Je veux dire que il y a un sens entre on ne deux. peut pas échanger d'informations. Monsieur Glenn, quand vous êtes le matin et que vous regardez dans votre glace, vous servez de votre glace pour faire votre cravate. Donc l'image existe et ça vous sert. Parce que si vous n'aviez pas de glace, vous auriez plus de difficulté à faire votre cravate. Mais ceci dit, si vous essayez d'apprendre quelque chose à votre image ou l'inverse, par exemple, vous savez, il y a un truc qu'on appelle le sémaphore, hein, en faisant des gestes codés, comme ça on peut transmettre des lettres. Bon, eh bien vous avez cette fenêtre comme ça, qui est votre miroir de salle de bain, et vous venez le matin et vous décidez d'essayer d'entrer en contact avec votre image dans la fenêtre de salle de bain, ça ne va pas donner grand-chose. Mais là, il y a un point, c'est que l'image dans le miroir est fictive, elle existe, on peut la mesurer et tout ça, mais il n'y a pas de réalité. Conscience dans l'image du miroir. Et dans l'univers Gemler, y a-t-il une conscience? Y a-t-il une autonomie pensée dans l'autre univers? Ou ce n'est qu'une projection Vous savez, on pourrait dire tout est projection. Hein. C'est Platon qui avait lancé son image du mythe de la caverne en disant que de toute manière, tout ce que nous observions, c'était des ombres au fond d'une grotte, et finalement nous sommes des ombres en train de discuter au sujet d'autres ombres, et la grande machinerie qui fait ce système optique, eh bien, Platon pensait qu'on ne la connaîtrait pas. Et là, il y a une perspective intéressante dans cette représentation-là qui est liée à la mécanique quantique. Dans la mécanique quantique, bon, il y a une fonction d'onde, et vous savez que cette fonction d'onde a deux pattes, hein, et il y a la fonction d'onde et la fonction conjuguée, et c'est simplement en mariant les deux que la réalité se met à exister. Hein. Alors, moi je pense que il ne faut pas chercher à situer la matière d'un côté, savoir s'il y a conscience, matière, réalité, où se trouve la réalité. La réalité, c'est le mariage entre les deux. Hein. Est-ce que c'est enrichissant? Est-ce que ça ici, ça peut aussi expliquer la méthode de déplacement des humites et des extraterrestres potentiels pour aller d'un point à l'autre de l'univers? On dit ils sont à 15 années-lumière de la Terre, ils viennent ici en 6 mois. Alors là, effectivement, tout ça c'est très amusant, et si on faisait, c'est vrai que si on faisait un film pour la télévision, il faudrait avoir un petit peu de matériel, un petit peu comme un matériel d'illusionniste, mais parce que la physique c'est une illusion aussi. Hein. Et imaginez d'entendre ça d'un physicien. Oui, non, mais comme un philosophe. Hein, je veux dire, Platon disait que le réel était une illusion, mais on joue avec des illusions, et nous, qu'on fait les scientifiques, on essaye de rendre compte, de sauver les apparences. On a des phénomènes qui sont des apparences, et puis on crée des modèles, et puis ces modèles, ils expliquent pas, en ce sens qu'ils donnent pas la réalité intime, mais on se dit tout se passe comme si ça s'était passé comme ça. Hein. Et puis tous les siècles ça change, tous les 50 ans ça change, donc il faut quand même garder une certaine modestie en disant, avant on avait une représentation mécaniste des objets, on disait les électrons c'est des petites boules dures, maintenant c'est devenu des fonctions d'onde, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ce sera encore autre chose. Et si on en revient au problème des voyages comme ça, eh bien, on pourrait dire que la solution, c'est est-ce qu'on peut trouver une transformation physico-mathématique qui permet de changer la fonction de la mécanique quantique en sa fonction d'onde conjuguée, faire cette inversion. Et à ce moment-là, eh bien, les particules qui subiraient ce processus se retrouveraient sur l'autre feuillet de l'univers. Donc déjà, il y aurait une possibilité pour est-ce qu'on dirait dématérialisation? Dématérialisation, exactement. Parce que en fait, c'est plutôt un échange de matérialisation. C'est-à-dire que les particules qui sont dans notre feuillet d'espace-temps se retrouveraient dans l'univers gémellaire, et inversement, les particules qui sont dans l'univers gémellaire viendraient chez nous, pour prendre la place. Alors si on conjugue l'espace rempli par un véhicule avec un espace où le milieu soit très raréfié, eh bien quand le véhicule disparaît à la vue des observateurs, eh bien il reste un emplacement où il y a quelques petites particules d'antimatière qui se battent en duel et qui s'annihilent, et ça ne fait pas beaucoup de dégâts, quoi. Et le fait de partir comme ça dans un univers, dans la partie gémellaire de l'univers, on pourrait dire quel intérêt est-ce que ça présente. Bon, lorsqu'on arrive avec son vaisseau dans ce milieu, les particules vont se comporter à ce moment-là comme dans l'antimatière, ce qui fait qu'il faut vraiment s'en protéger comme de la peste, ce qui fait que la machine aura un champ électromagnétique et tout un système de protection qui lui permettent d'éviter les impacts des atomes de l'autre univers qui créeraient autrement des destructions à la paroi.
Mais ce qui est important, c'est que cet espace-temps ici, il a une certaine élasticité. C'est comme l'histoire du miroir, c'est-à-dire que lorsque le véhicule part et se retrouve dans son espace gémellaire, eh bien, il peut y avoir des configurations à certains moments où toutes les distances soient contractées. L'espace gémellaire n'est pas à l'autre bout de l'univers, il est là, il est présent partout. Mais voilà. Comme nous, on est ici. Je dirais, c'est là que c'est encore le type de réponse, il est à la fois à l'autre bout de l'univers et à la fois présent. Puisque, regardez la chose suivante, ici on a deux régions qui sont conjuguées de l'espace et de l'espace jumeau. Et regardez où ils sont l'un par rapport à l'autre. Et ça je crois qu'il faut regarder. Ils sont diamétralement opposés. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en Ce qui expliquerait la possibilité aux ovnis d'être d'un bout à l'autre de l'univers presque... Pas instantanément. Non, pas instantanément, mais je veux dire, ils choisissent comme ça. Ça explique aussi pourquoi on peut pas aller flanquer la pagaille dans son espace-temps, parce que si on veut revenir en suivant la voie normale, eh bien on a un chemin considérable à faire. Vous voyez, par exemple, j'ai fait des travaux de magnéto-hydrodynamique. Là, il y a des planches qui montrent un petit peu ces choses-là dans le journal, etc. Dans ces textes humides, il y avait une question qui était posée. Est-ce qu'on peut se déplacer à vitesse supersonique sans faire de bang, sans faire d'onde de choc? Là, c'est pareil. Si vous restez dans le cadre de la mécanique conventionnelle, la mécanique des fluides conventionnelle, la réponse est non. À chaque fois que vous vous déplacez à vitesse supersonique, vous faites une onde de choc. Mais si, au lieu de rester dans ce cadre de la mécanique des fluides, on rajoute des forces électromagnétiques, à ce moment-là, on change le contexte du problème, et à ce moment-là, la réponse est on peut supprimer les ondes de choc. Là, c'est pareil pour le voyage. Est-ce qu'on peut voyager d'une étoile à l'autre en moins de temps, en un temps raisonnable, en 6 mois? La physique étroite, contenue à l'intérieur de son espace-temps, dira non, on est limité à la vitesse de la lumière, donc même en allant à la vitesse de la lumière, il faudrait 15 ans. Mais si on a un univers gémellaire qui, lui, subit ce qu'on appelle les fluctuations de jauge, c'est-à-dire où les dimensions sont de temps en temps plus grandes et de temps en temps plus courtes, et bien à ce moment-là, les choses deviennent possibles. C'est un peu compliqué de rentrer dans ce détail, mais en tout cas, ça amène une chose, c'est la notion de vague d'ovnis. Pourquoi est-ce que tout d'un coup il y a une apparition massive d'objets et puis tout d'un coup pendant des années on voit plus rien? Eh bien c'est peut-être parce que l'hyperespace est bien plissé dans le bon sens, et à ce moment-là les agences de voyage de différentes planètes affichent complet, les gens disant écoutez, la planète Terre qui est située à tant d'années-lumière de chez nous est accessible, alors tout le monde va retenir son billet pour venir passer quelques jours ou quelques semaines dans cette planète. Il y a un afflux massif de gens en provenance de différents systèmes, et puis tout d'un coup, eh bien, les agences disent tout le monde retourne dans sa soucoupe parce que la fenêtre hyper spéciale est en train de se refermer, et si vous ne rentrez pas à temps sur la Terre, vous allez vous retrouver bloqué, alors tout le monde repart. Le fameux truc de Cendrillon. Oui, c'est Cendrillon. Minuit, absolument, passer minuit. Monsieur Jean-Pierre Petit, vous nous avez accordé une belle heure de vulgarisation, de connaissances scientifiques de pointe. Ça ébranle même, dit-on, les fondements de la science actuellement. Et tout ça vous a été transmis par des communications, soi-disant, d'êtres qui se prétendent eux-mêmes extraterrestres. Vous n'avez quand même pas contrôlé, vous les avez jamais rencontrés physiquement, leur demander le passeport. Exactement, mais je veux dire que j'ai travaillé 15 ans sur toutes ces idées-là, et puis, ma foi, il y a un problème d'honnêteté. Arrivé à certains moments, je me suis dit, il faut que je raconte et que je dise la vérité, et c'est surtout valable pour la cosmologie, parce qu'en cosmologie, ça c'est tout à fait clair, j'aurais jamais pu obtenir ces résultats-là si j'avais pas eu ces documents. Il y avait des clés mathématiques là-dedans qui étaient fournies, qui étaient très précises. Par exemple, il y a un modèle à vitesse de lumière variable, mais je savais quand même que le produit du rayon de courbure de l'univers par le carré de la vitesse de la lumière était une constante. Je savais que la courbure était négative, je savais que l'énergie se conservait pas la masse, etc. Tout ça, ce sont des informations qui sont beaucoup plus que celles qu'on peut tirer de considérations ésotériques. Ça, c'était transmis par les jumettes, là. Complètement, oui, et de façon claire dans des textes qui sont en plus datés des années 60. Une autre chose, c'est que dans ces textes-là, vous avez reçu l'information qu'aux États-Unis, il y avait des laboratoires, et ils donnaient le nom des laboratoires où il y avait certaines recherches de pointe qui se faisaient dans les années 60-70. Et vous êtes allé voir directement les... Oui, disons qu'en 75, il y avait des informations concernant le développement des armes à énergie dirigée dans des laboratoires comme Livermore et Sandia, et le hasard a fait que, en tant que journaliste, parce que je faisais un peu de journalisme scientifique, j'ai pu me rendre dans ces laboratoires et constater effectivement de visu que se développait déjà à l'époque ce qui est devenu beaucoup plus tard la guerre des étoiles. Donc ils ont mené partout. Ils voient tout ce qui se passe, même dans nos laboratoires les plus secrets.
Oui, c'est ça. Je veux dire que dans ce dossier-là, ce qui est curieux, c'est que ce sont des gens qui, effectivement, comme vous dites, ont le nez partout. Ils ont le nez dans notre science de pointe, ils ont le nez dans notre biologie, ils ont le nez dans le problème des armements, et ils fournissaient début janvier la désignation des cibles irakiennes dans l'attaque américaine.